L'écrivain russe Alexandre Pouchkine disait « À une vérité ténue et plate, je préfère un mensonge exaltant ». Si Pouchkine avait vécu à notre époque, il aurait trouvé de quoi se régaler en feuilletant la littérature sur les ovnis. Dans ce monde étrange où la foi est souvent plus importante que la connaissance, les arnaques sont légion. C'est l'univers des fraudeurs de l'imaginaire. Depuis le début des années 1950, une rumeur persistante circule dans le monde de l'ufologie. Une ou plusieurs soucoupes volantes se seraient écrasées dans l'un des grands déserts américains, soit en Arizona, au Nouveau-Mexique ou encore en Utah. Plus fort encore, d'après divers témoignages, non seulement l'armée américaine aurait-elle récupéré les débris de ces appareils, mais elle aurait également réussi à capturer certains de ses occupants. Devant le mutisme de l'armée, le mystère s'est perpétué d'année en année. Croire ou ne pas croire en la capture des extraterrestres? Voilà la question. Cette rumeur était alimentée par des informations en provenance de diverses sources, telles Timothy Good, par exemple, auteur d'un livre fameux intitulé « Beyond Top Secret ». Dans Beyond Top Secret, j'ai publié l'histoire d'un biophysicien polonais qui a accompagné une équipe française, britannique et italienne dans les voûtes du JPL, le laboratoire d'essai de la propulsion par jet, à Pasadena, en Californie. Dans ce laboratoire, 3 niveaux sous terre, on leur a présenté une partie d'un crâne et un os de la hanche d'un extraterrestre retrouvé au Nouveau-Mexique en 1947. Par la suite, ce biophysicien polonais m'a présenté des informations, des détails scientifiques à propos de cette créature. Toutefois, malgré l'opinion de Timothy Good, ces témoignages invérifiables ne peuvent en aucun cas constituer une preuve valable aux yeux des incrédules. À défaut de voir et de toucher l'un de ces extraterrestres, les sceptiques exigent des preuves plus concrètes que de simples mots. C'est dans ce contexte de continuels affrontements entre partisans et sceptiques qu'allait survenir un spectaculaire coup de théâtre. Au début des années 1990, Raymond Santilli, un distributeur de films basé à Londres, rend public un film d'archives qui va voir l'effet d'une bombe, tant dans les milieux ufologiques qu'au sein du grand public. Au début des années 1990, un film s'est fait connaître alors qu'il a été rendu public par un certain Ray Santilli qui disait avoir acheté des bobines de films à un individu aux États-Unis qui lui disait les avoir tournés dans les années 40. Ce que ces films révélaient, c'était l'autopsie d'un extraterrestre capturé à Roswell ou lors d'un incident similaire. On y voyait les paupières être retirées ainsi que des parties d'organes. De deux choses l'une, ou bien il s'agissait d'une véritable autopsie d'un extraterrestre, ou il s'agissait d'une fraude. Il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une quelconque erreur d'interprétation. Comme le dit John Spencer, Autopsie d'un extraterrestre aura au moins le mérite de relancer un autre débat familier au sein de la communauté ufologique, soit celui de l'authenticité de la preuve. Comme les témoignages verbaux d'observation d'OVNI ne semblent pas avoir un pouvoir de conviction suffisant, certains amateurs, plus audacieux que les autres, décideront de prendre au pied de la lettre ce vieil adage qui dit « Une photo vaut 1000 mots ». À compter des années 50, toute une série de photographies étonnantes apparaissent dans la presse. Un cliché censé représenter un extraterrestre carbonisé aux commandes de son vaisseau spatial sera baptisé l'homme tomate à cause de la forme parfaitement sphérique de la tête du personnage. Un examen plus poussé de la photo permettra toutefois d'observer la présence d'une paire de lunettes à proximité de la dépouille,
prouvant de manière définitive que le cadavre calciné était celui d'un pilote authentiquement terrien. En 1982, l'ufologue américain Leonard Stringfield publie son Crash Retrievals Status Report Tree, un document consacré exclusivement aux prétendus écrasements d'OVNI. En page 47 de l'ouvrage, les lecteurs peuvent y voir la photographie d'une main appartenant, d'après l'auteur, à une créature extraterrestre retrouvée par des agents américains dans le sud de la Floride. Parue dans de nombreux magazines ufologiques, la fameuse photo tombera entre les mains d'un photographe professionnel du Massachusetts. Pendant 8 ans, Mark Pilloquin a été photographe médical au département de neurobiologie de l'université Harvard. Quand j'ai vu cette soi-disant main d'extraterrestre, j'ai d'abord été frappé par la piètre qualité du cliché. Il s'agissait, selon toute vraisemblance, d'une mauvaise copie d'une photographie extraite du catalogue d'un musée. Curieusement, à la même époque, j'ai vu une exposition au musée Peabody de Harvard. Cette exposition présentait des objets qui avaient autrefois appartenu au cirque P.T. Barnum. Parmi ces objets, il y avait un artefact qu'on exhibait en public, appelé la sirène. Ses origines étaient plutôt obscures, probablement des Philippines, mais il s'agissait essentiellement d'un corps de poisson surmonté d'une tête de singe, avec des mains qui étaient rattachées à la colle. Or, la main de cette créature était tout à fait semblable à cette prétendue main d'extraterrestre. Les organisateurs de l'exposition m'ont aimablement donné une photographie que j'ai envoyée à des ufologues réputés pour lesquels j'ai la plus grande estime, et c'est ainsi que la main d'extraterrestre a cessé d'être une main d'extraterrestre. À l'automne de 1990, des journaux publient ce qu'ils affirment être la photographie d'un des extraterrestres de Roswell, en affirmant que l'image a été retrouvée dans les archives du défunt Dr. Félix Ziegel, un obscur spécialiste soviétique des ovnis. Quelques mois plus tard, une seconde photographie du même sujet, mais beaucoup plus précise celle-là, commence à circuler à son tour, provoquant dans les milieux ufologiques les spéculations les plus farfelues. Fuite au secrétariat de l'armée de l'air, ou manigance orchestrée par les grandes agences de renseignement. Si l'origine de la première photo va demeurer invérifiable, en revanche, il en est autrement de la seconde. Dans un article publié dans The Orbiter, l'ufologue américain Jim Maliskiw affirme la tenir d'un journaliste canadien, Christian Page. L'humanoïde apparaissant sur ces clichés n'est en fait qu'un mannequin, un être de cire et de latex exposé au début des années 1980 au pavillon Un monde insolite, l'un des anciens pavillons thématiques de Terre des Hommes, l'exposition universelle de 1967. En février 1990, quelques années avant que Raymond Santilli ne se mette à distribuer son document montrant l'autopsie d'un extraterrestre, document filmé apparemment par l'armée de l'air américaine au lendemain de l'écrasement d'une soucoupe volante dans le désert de Roswell, plusieurs ufologues américains et canadiens reçoivent par la poste une série de documents tout à fait insolites. L'auteur, anonyme, affirme que dans la nuit du 4 novembre 1989, un objet volant d'origine exotique aurait été forcé de se poser d'urgence dans les marécages entourant la petite municipalité canadienne de Carp, en Ontario. Une fois au sol, l'OVNI, toujours intact, aurait alors essuyé le tir nourri de 3 hélicoptères dépêchés sur les lieux par les services secrets canadiens et américains travaillant de concert sur cette affaire. Par la suite, grâce aux effets du Vexone, un gaz neurotoxique inconnu du grand public, un commando aurait pris d'assaut l'appareil et serait parvenu, sans essuyer la moindre riposte, jusqu'au poste de commande où les hommes auraient découvert les cadavres de 3 créatures semblables à des reptiles. Prétextant des travaux routiers à proximité du marécage, les militaires auraient, à la faveur de la nuit, évacué discrètement l'OVNI en direction des installations secrètes du gouvernement canadien à Kanata. Quant aux mystérieuses créatures, elles auraient été transportées dans le plus grand secret à l'Université d'Ottawa, où des physiologistes de la CIA auraient procédé à leur autopsie. Outre cet incroyable récit, les documents anonymes sont accompagnés d'une carte topographique des lieux et d'une photographie de l'une des créatures capturées. Informé de cette histoire abracadabrante, Graham Lightfoot, un ufologue de la région, s'est rendu à Carp pour y mener son enquête.
Je me suis rendu dans la région, c'était un samedi, pensant que les gens seraient à la maison. J'ai parlé à 8 ou 10 personnes pour leur demander s'ils avaient vu quelque chose dans les marécages. J'ai interrogé ceux qui avaient la meilleure vue sur les marais. Personne n'avait rien vu. Je suis revenu sur mes pas et de l'autre côté de la route, j'ai trouvé 2 personnes qui avaient vu quelque chose. L'une des 2 personnes, une nommée Labanek, m'a affirmé qu'elle avait vu, au-dessus du marécage, une lumière aussi vive que l'arc électrique d'une torche de soudure. Elle m'a indiqué la position de cette lumière par rapport à sa demeure. Plus tard la même journée, j'ai rencontré une autre femme plus jeune qui m'a affirmé avoir vu elle aussi une lumière vive dans les marais, qui avait agité les chiens qu'elle pouvait voir par sa fenêtre. Ni l'une ni l'autre ne savaient ce que c'était, et moi non plus. Le détail intéressant dans l'histoire, c'est que l'on affirmait qu'il y avait eu l'écrasement d'un ovni et que l'on avait pratiqué une route dans les marais pour s'y rendre. Ça, c'était impossible, même en plein hiver. Personne n'avait pu ouvrir une route dans le marécage pour aller y chercher quelque chose. J'en ai conclu que cette partie du rapport était inexacte. Peut-être que quelqu'un avait vraiment vu une lumière vive, mais c'est tout. Alors que l'on croit cette affaire oubliée, voilà qu'une nouvelle correspondance va ranimer l'intérêt des enquêteurs pour la région de Carp. 1 an après le premier envoi anonyme, des ufologues reçoivent toujours par la poste une nouvelle série de documents, dans lesquels l'auteur s'identifie cette fois sous le pseudonyme de Guardian et affirme appartenir à la confrérie des gardiens du Saint Graal. Outre un nouveau récit et divers indices intrigants, ces documents contiennent également une vidéocassette sur laquelle Guardian affirme avoir filmé un ovni. Graham Lightfoot nous décrit le contenu de cette vidéocassette. Une vidéo VHS accompagnait les documents que l'on nous avait envoyés. La cassette était identifiée par une étiquette où l'on pouvait lire Guardian dactylographié à côté d'une empreinte digitale. Pour moi, cela voulait dire « Attrapez-moi si vous le pouvez » ou quelque chose comme ça. Le document qui accompagnait la cassette faisait aussi référence au Guardian. Des documents différents ont été expédiés à plusieurs personnes. Certains documents contenaient un récit, d'autres documents contenaient aussi un jeu de cartes à noter, affirmant l'implication soit de la Défense nationale, soit des services de renseignement dans cette histoire, des choses comme ça. Ça ressemblait à un jeu. La seule chose qui avait du sens était la carte de la même région, près de Carp, où avait eu lieu le prétendu écrasement d'OVNI de 1989. La cassette vidéo présentait d'abord des images de lumière rouge, brillant dans la nuit noire. À côté de ces 4 lumières rouges se trouvait, immobile, un objet apparemment très grand, éclairé par le dessous par une lumière vive et très intense. Au-dessus de cet objet ou de cette structure, une balise clignotante. Le tout avait été filmé par quelqu'un qui, de toute évidence, marchait vers l'objet. Se doutant d'une supercherie, Graham Lightfoot retourne à Carp pour une seconde fois, accompagné d'ufologues canadiens et américains. Il découvrira plus tard que le raid n'était peut-être pas aussi désintéressé qu'il le croyait. Bob Exler, un ufologue américain, a été contacté et a rappelé le MUFON de l'Ontario. Nous nous sommes tous rencontrés à Carleton et je les ai conduits au site. Nous étions 12 ou 14 ufologues.
Je leur ai proposé de nous partager la rue pour questionner les gens afin de savoir si quelqu'un avait vu quelque chose le 18 août de l'année précédente. On ne l'a pas fait, ce que déjà j'ai trouvé très étrange. Nous avons arpenté la région, cependant. Mais il faisait trop chaud, les gens étaient fatigués, il y avait trop de moustiques dans les marais. Ils ont plutôt décidé d'aller se restaurer à Carp. Bob Exler et son fils Dan ont décidé, eux, de continuer pour tenter de retrouver le site de l'écrasement. Une demi-heure plus tard, ils nous ont rejoints au pub, nous affirmant avoir en effet retrouvé le site de l'écrasement. Tous les autres membres du groupe n'étaient pas très satisfaits de la manière de procéder de Bob Exler, qui semblait d'avance connaître toutes les réponses. Il affirmait avoir trouvé le lieu de l'écrasement alors que personne ne savait ne serait-ce que dans quelle direction chercher. Ils sont donc tous partis. On the other hand, I only live an hour away from that location, and I was curious enough to decide. Comme je ne demeurais qu'à 1 heure de là, j'étais assez curieux pour rester. Et je me suis dit, voyons comment un expert américain procède à une enquête. From the US here, let's see how an expert does it. And so we spent the next day. On a passé le jour suivant dans la région et j'ai finalement convaincu Bob Exler de parler au Labanek, puisque Diane Labanek avait vu des lumières en 1989. Cela me semblait logique. Madame Labanek nous a confirmé qu'elle avait vu un engin extraterrestre. Elle insistait sur le terme « vaisseau ». Un feu dans l'herbe, qui curieusement ne s'étendait pas comme un feu de broussailles normal. Ensuite, elle avait vu un engin extraterrestre atterrir, comme dans la vidéo de Guardian. Mais dans cette vidéo, l'objet était immobile. Mais Diane nous a dit qu'elle l'avait vu atterrir, rester immobile quelques minutes, traverser de lumière en zigzag comme des éclairs. Et enfin, elle avait vu décoller et les lumières s'éteindre. Son histoire ressemblait étrangement aux images de la cassette vidéo que Guardian nous avait envoyée. Mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore vu cette vidéo. Mais en ce sens, son histoire était très intéressante. Tandis que Graham Lightfoot et ses collègues s'activent sur le terrain, ils ignorent qu'en coulisses, une autre organisation s'intéresse de près, elle aussi, au mystérieux Guardian. Informé qu'un personnage louche fabrique des documents qu'il essaie frauduleusement de faire passer pour des rapports officiels du ministère de la Défense, la Gendarmerie royale du Canada décide d'ouvrir une enquête pour tirer cette affaire au clair. Au terme de son investigation, la GRC conclura, tout comme Graham Lightfoot, que Guardian n'est qu'un vulgaire mystificateur. Le prétendu ovni apparaissant sur la vidéocassette ne serait, selon la GRC, qu'un hélicoptère de type Sikorsky filmé dans l'obscurité. En ce qui concerne l'identité de Guardian lui-même, les soupçons de Graham Lightfoot se portent sur un amateur d'ovnis bien connu dans la région. Je pense savoir qui se cache derrière le pseudonyme de Guardian. Il est connu dans la région pour s'intéresser aux ovnis depuis toujours, depuis 40 ans. Il n'a jamais voulu reconnaître son implication dans cette histoire. J'ai tenté de lui parler, mais il ne m'a jamais ouvert sa porte. Tout cela n'était selon moi qu'un jeu, un défi pour s'amuser. En voyant la vidéo, je trouve qu'ils ont assez bien réussi. Si le canular de Carp s'est montré plutôt simple à solutionner, d'autres sont beaucoup plus complexes. C'est le cas de la mystérieuse affaire Homo, une affaire si nébuleuse que plusieurs doutent toujours qu'il puisse s'agir d'une vulgaire supercherie.
L'un des plus ardents défenseurs de l'affaire Humo est le professeur Jean-Pierre Petit. Physicien français et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Jean-Pierre Petit a littéralement choqué ses collègues en annonçant en 1990 que certains de ses travaux trouvaient leur inspiration dans les courriers humides, un ensemble de plusieurs centaines de lettres dactylographiées pour la plupart en espagnol, un espagnol émaillé de mots soi-disant d'origine extraterrestre et signé par de prétendus visiteurs de la planète Humo. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait. Moi, je suis peut-être la seule personne qui se soit intéressée au sujet OVNI, qui ait publié des travaux scientifiques dans des revues de haut niveau, en mécanique des fluides, en physique des gaz ionisés, en cosmologie théorique, en géométrie. J'ai publié des choses de haut niveau. Donc, cette réflexion a produit un fruit qui est un travail de qualité. Maintenant, les ufologues publient dans des revues ufologiques, c'est complètement différent. Et je dis que j'ai été très inspiré par ces textes. Jean Paulion, un informaticien qui s'est également intéressé au contenu de ces documents, y trouve lui aussi des informations exotiques, suggérant une origine extraterrestre. En étudiant les textes humides, et notamment les prétendus termes extraterrestres employés dans ces courriers, Jean Paulion en a déduit que cette prose ne pouvait en aucun cas être l'œuvre d'un faussaire. Dans son livre « Humo, de vrais extraterrestres », l'auteur y explique les raisons qui l'ont conduit à cette conclusion. Quand je suis arrivé dans cette affaire, je n'avais pas d'idée des hypothèses. J'avais seulement la connaissance qu'en avait transcrite Jean-Pierre Petit et l'idée de m'en faire ma propre connaissance. Et j'ai donc été à la source des documents. Ces lettres sont difficiles à lire. Et les informations importantes ne sont jamais dans le document, mais en croisant plusieurs documents. Ça veut dire qu'il faut s'y coller. Il faut passer du temps à éplucher les documents et à les travailler et à les mettre en regard les uns des autres. Cette affaire-là, ce qu'elle a d'étonnant, c'est qu'elle dérange tout le monde. Elle dérange tout le monde, elle dérange les officiels, elle dérange le CNES, elle dérange les ufologues. Il n'y a personne pour prendre la parole pour ce dossier. C'est ça qui est quand même étonnant. Et pourquoi est-ce que ça dérange? Parce que les gens n'aiment pas être entraînés dans des domaines où ils n'ont pas les compétences suffisantes. Et je vous le dis, cette affaire humide n'est pas pour les amateurs scientifiques, ça n'est pas pour les ufologues, c'est pour des gens de très haut niveau. Moi, j'ai des amis mathématiciens qui ont mis leur nez là-dedans et qui ont trouvé aussi leur provende et leur intérêt. Et à chaque fois, c'est de très haut niveau. Regardez le travail qu'a fait Paulion. Ça n'était pas fait pour des amateurs. C'est un truc de très haut niveau, ce qu'il a sorti. Et ça demande des milliers d'heures de travail. Donc, on ne peut pas se prononcer sur un dossier de ce genre après une petite lecture en diagonale et quand on n'a pas les compétences pour se prononcer. Voilà. Pour comprendre l'ampleur et la complexité du mystère Humo, il faut remonter à son origine. L'affaire commence à Madrid, en Espagne, au milieu des années 1960. Elle a pour principale figure un illuminé du nom de Fernando Sesma, un contacté espagnol qui, depuis les années 1950, se prétend en contact avec des extraterrestres, des Vénusiens, des Martiens et autres locataires du système solaire. Puis voilà qu'arrivent les humides. En fait, Sesma, le groupe de Sesma, de la baleine joyeuse, existait déjà avant que l'affaire Humo ne commence. Sesma est un passionné d'ésotérisme et de choses extraterrestres. Et donc, son groupement qu'il réunit, enfin un groupement, il avait des adeptes, des gens qui l'écoutaient, et il racontait ses histoires dans le sous-sol de ce Café Léon à Madrid, et qui avait cette baleine avec la gueule grande ouverte, et qui donnait l'impression qu'elle riait. Sur le mur, hein, c'était peint sur le mur. Et Sesma a donc été contacté d'abord par téléphone, c'était le 14 janvier 1966, et il a ensuite reçu très vite des lettres, des courriers confirmant, et en particulier lui laissant entendre un prochain atterrissage qui a été celui d'Aluche et qui a eu lieu le 6 février, c'est-à-dire 3 semaines après le premier courrier. Les courriers sont arrivés à Sesma, il en a parlé, il mélangeait un peu tout, les humites n'aimaient pas qu'il mélange, et les humites l'ont dégoûté tout doucement, enfin c'est mon avis, l'ont dégoûté tout doucement en mettant des choses très techniques dans les documents. Sesma était un planeur, pas du tout un scientifique, et donc il y a beaucoup de choses qui lui sortaient par les yeux. Quand il y avait des équations dans les papiers, ça ne l'intéressait plus. Et donc il a été progressivement dégoûté, et en même temps les gens qui venaient, il y avait des gens qui venaient, Enrique Villagrasa par exemple, qui est un ingénieur, le docteur Aguirre qui venait aussi, des gens comme ça ont reçu des documents eux-mêmes directement, et petit à petit, ils ont formé un groupe à part, le fameux groupe de Madrid. Mais
ils se sont dégagés du groupe de la Baleine Joyeuse qui a continué à fonctionner sur l'ésotérisme, sur des planètes où il y a des papillons qui pondent des œufs, il en sort des canards jaunes, enfin bon, ça c'était SESMA. Et donc SESMA, en fait, au bout de 2 ans ou 3 ans, n'a plus été du tout intéressé et a concédé moyennant, il l'a pas vraiment vendu, mais il y a eu une compensation financière. SESMA s'est débarrassé de tous ces documents Humo et c'est Fariols qui les lui a rachetés. Dans ces courriers, portant tous l'empreinte d'un pouce marqué du sigle de Humo, une sorte de grand U cyrillique, les Humites expliquent qu'ils vivent sur la Terre depuis les années 1950, qu'ils font partie d'un petit groupe expéditionnaire venu d'une planète située dans la constellation de la Vierge, et que le contenu de leurs lettres n'a pour but que de faire progresser l'humanité. Les premiers courriers humites ont été reçus par Fernando Sesma en 1966. Ces échanges ont duré de longues années, et ce, au rythme de plusieurs dizaines de lettres par an. Avec le temps, les humites se sont trouvés des correspondants étrangers. Outre les Espagnols, des Français, des Anglais et même des Américains auraient reçu de ces curieuses missives. Les derniers courriers humites remonteraient à 1995. Les choses ne sont invraisemblables que quand on le prouve. Aujourd'hui, ces lettres existent. J'arrive à prouver qu'elles ne peuvent pas provenir d'une farce terrestre quelconque à cause de toutes les ramifications que ça suppose, des contenus aussi de ces lettres. Le fait est là, on a des documents. Bon, moi je dis que c'est extraterrestre parce que j'ai construit, je dis construit, je veux dire j'ai découvert quelque chose qui a force de preuve pour moi aujourd'hui. 1345 mots, plus 400 expressions à peu près, qui sont toutes cohérentes et qui répondent à un système qui fonctionne avec 18 pièces de base. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est la réalité et ces lettres ont des contenus scientifiques que nous avons commencé, quand je dis nous avons commencé à étudier en utilisant le réseau Internet. Nous avons créé un groupe d'études autour de mon travail, un groupe d'études qui fait maintenant plus de 100 personnes et des gens du monde entier, mais des universitaires qui travaillent. Martine Castello a co-signé La Conspiration des étoiles, une enquête sur l'affaire Humo. Au gré de ses recherches, elle a été à même de constater comment cette curieuse histoire continuait toujours de circuler sous le manteau et même sous celui des universitaires. Le jour qui suit, j'étais journaliste scientifique au Figaro, je m'occupais de la page science. Je dois faire un papier sur un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Lumineux, qui a écrit sur les trous noirs, etc. Et donc je vais à Meudon, et puis comme ça, pour rigoler, après la fin de l'interview, parce que c'était un copain que je connaissais depuis longtemps, je lui dis « Jean-Pierre, t'as entendu parler de l'affaire Humo ?» Et il me prend comme ça, il m'entraîne dans le couloir, il me dit « Non, parle pas comme ça, Martine, partout. Oui, bien sûr, j'ai étudié les lettres quand on était jeune, avec il y a quelques années, avec beaucoup d'autres scientifiques. Je me suis penchée sur ces lettres, je me suis cassé la tête sur les équations et tout ça. Je dis, c'est pas possible. Alors, bon, ça passe. Et puis la semaine d'après, je vais encore faire une autre interview pour le Figaro et je vais, je crois que c'est à Oxford, ou Cambridge, je ne me rappelle plus, mais voir Stephen Hawking parce qu'il était en train de sortir son livre. Et donc là, je vais l'interviewer. Et Stephen Hawking, c'est un physicien qui est paralysé dans un fauteuil roulant. Et donc, comme ça, à la fin de l'interview aussi, je lui demande, je dis, mais vous connaissez l'affaire Humo? Et alors, avec son petit doigt, comme ça, sur l'ordinateur, il me dit, yes! Je dis, oui, c'est pas possible. Et alors, je dis, vous pouvez m'en parler? Et il dit, non! Et puis, il s'en va avec son fauteuil roulant, l'interview était finie. Si l'enthousiasme de certains chercheurs pour l'affaire Humo a de quoi surprendre, d'autres, en revanche, ne voient dans ces courriers que la marque d'un habile plaisantin. Il est vrai que l'affaire compte son lot d'éléments litigieux, à commencer par une série de photographies montrant un vaisseau humide. En 1967, par le biais d'un courrier, les Humites annoncent pour bientôt l'arrivée d'un vaisseau. Puis, le 1er juin 1967, une de leurs nefs survole la banlieue madrilène de San José de Valderas. Par le plus étrange des hasards, un duo de photographes se trouve précisément sur les lieux. Les deux hommes prennent plusieurs photos de l'objet. Curieusement, après la publication des clichés dans un important quotidien de la capitale espagnole, les deux photographes vont disparaître comme s'ils n'avaient jamais existé. Jean-Jacques Velasco, l'actuel directeur du CEPRA, se rappelle l'enquête menée il y a plusieurs années par son prédécesseur, l'astronome Claude Poher.
Oui, je sais que cette affaire ressurgit périodiquement, on en entend parler au niveau des médias, etc. C'est très simple, le GEPAN à l'époque, par l'intermédiaire de Claude Poher, avait reçu notamment un certain nombre d'éléments concernant des gens qui, dans le sud de la France, recevaient des courriers un peu étranges, et en particulier dans ces courriers, il y avait des photographies qui montraient des choses tout à fait bizarres qui se passaient dans le ciel. Et Claude Poher, à l'époque, avait fait une analyse et une expertise de cette photographie, et il avait montré que, en fait, c'était une maquette qui était tenue par un fil de nylon. Une enquête menée indépendamment par le Ground Saucer Watch, un organisme spécialisé dans l'analyse de documents photographiques, est venue confirmer les conclusions de Poher. En numérisant l'une des photographies de San José de Valderas, les experts n'ont eu aucune difficulté à mettre en relief le support de l'OVNI. Autre élément de controverse, la qualité des informations humides. Les éléments extraordinaires qu'évoque notamment Jean-Pierre Petit pour justifier l'origine extraterrestre des courriers sont-ils aussi avant-gardistes que le soutient le scientifique français? Par exemple, le professeur Petit affirme que c'est dans des courriers humides remontant en 1962 qu'il a découvert les premières références aux univers gémellaires. Ces univers parallèles qui, d'après plusieurs physiciens, seraient composés d'antimatière. Le professeur Petit affirme qu'en 1962, personne sur Terre ne pouvait imaginer un tel concept. Il utilise la même argumentation pour la magnéto-hydrodynamique ou MHD, un principe de propulsion qui consiste à faire déplacer un objet en atmosphère dense en l'enveloppant dans une sorte de cocon magnétique. Petit affirme qu'au moment où les courriers humides faisant référence à la MHD ont commencé à circuler, ce principe était hautement révolutionnaire. Le problème de Jean-Pierre Petit en est un de date. Les premières lettres humides ne datent pas de 1962, mais de 1966. Quant au contenu scientifique dont parle le professeur Petit, celui-ci n'a fait son apparition dans la prose humide qu'à la toute fin des années 1960. Or, les premières références terrestres aux univers gémellaires remontent à 1967 sous la plume du physicien soviétique Andreï Sakharov. Idem pour la MHD. En 1966, alors que débutait l'affaire Humo, une équipe américaine testait avec succès un submersible entièrement propulsé par énergie magnétique. Bref, contrairement aux affirmations de Jean-Pierre Petit, il n'y a rien de révolutionnaire et probablement rien d'extraterrestre dans les courriers humides. Les informations scientifiques que Jean-Pierre Petit a trouvées dans les textes sont indéniables et indiscutables. Elles y sont. Qu'il ait pu jouer sur une date ou sur une autre, c'est des détails par rapport au contenu de l'information. La MHD est vraiment traitée dans les documents. Simplement, elle n'est pas traitée au niveau où Jean-Pierre Petit, lui, l'a interprétée. Elle n'est pas traitée, à mon avis, elle n'est pas traitée au niveau de la propulsion, mais elle est traitée au niveau de la source d'énergie. On peut dire que les lettres humides sont des détonateurs pour l'intuition. Elles sont comme des clés. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'idées qui sont brassées là-dedans, un cerveau inimaginatif, comme Jean-Pierre Petit, peut en tirer des bases pour trouver des idées. Ce que mes amis chercheurs, un peu partout, ont fait. Mais je ne pense pas que les humides donnent des explications. Je crois que Jean-Pierre Petit se sous-estime. S'il a trouvé 2 ou 3 choses, c'est parce qu'il avait de l'imagination et de l'intelligence scientifique, parce que le vrai travail, il n'est pas donné dans les lettres humides. C'est tout un travail derrière. Moi, je trouve que les lettres humides, pour Jean-Pierre Petit, sont un stimulateur de son imagination. Parce que tout le travail, c'est lui qui le fait. Il n'y a rien dans les lettres humides, que des indications. Mais la grande question demeure. Qui sont les auteurs des lettres humides? S'il s'agit d'un canular, plusieurs sont d'avis que seule une organisation bien rodée aurait pu l'entretenir. Mais qui et pourquoi? En 1993, l'une des principales figures de l'affaire Humo, un certain José Luis Rordón Peña, a admis être l'auteur des lettres humides. Il est vrai que Peña, un ingénieur, avait effectivement les connaissances nécessaires pour rédiger les courriers humides. Mais a-t-il agi seul? Avait-il des complices? La question reste posée. Incidemment, même les aveux de Peña n'ont pas su convaincre tout le monde, en commençant bien sûr par le professeur Petit. Dans cette histoire Peña, elle intervient à un moment particulier où moi-même j'avais reçu une lettre signée par ces humides en provenance d'Arabie Saoudite qui proposait un contact. Cette affaire-là, on ne sait pas si elle aurait pu marcher ou ne pas marcher, mais elle a complètement avorté à cause d'une erreur qu'a fait Firehouse. Et c'est à ce moment-là que Peña a joué un rôle, on pourrait dire, de fusible. Et il s'est mis à déclarer
absolument n'importe quoi, y compris qu'il avait été l'auteur des documents humo. Et je peux vous dire que je suis le témoin. J'étais chez Raphaël Fariols au moment où il y a eu cette conversation entre Fariols et Peña. Ils se connaissaient quand même depuis 20 ans. Donc, je veux dire que pour Peña avouer qu'il était l'auteur de ces documents, c'était de faire passer Fariols pour un imbécile. Donc, Fariols était choqué, vous savez, comme sont les Espagnols. Et à ce moment-là, j'ai entendu de mes oreilles Peña dire à Fariols, ne te fâche pas, Raphaël, ce sont les humides qui m'ont demandé de dire ça. Mais qui croire? Des extraterrestres voyageant dans des soucoupes volantes suspendues à des fils de nylon et qui commandent à leurs agents de mentir pour préserver leur anonymat, ou José Luis Jordan Peña, un homme fatigué de jouer à la cache-cache avec tous ces ufologues qui, depuis 25 ans, tentent désespérément de percer à jour son identité. Connaîtra-t-on un jour tous les détails de l'affaire Humo? Ça peut rester le rêve, ça restera jusqu'à ce qu'on ait une réponse, mais on n'aura jamais de réponse. Donc l'affaire Humo fait partie de ces secrets, comme la quête du Graal. C'est une sorte de quête du Graal. Au milieu des années 1990, Raymond Santilli, un distributeur de films basé à Londres, annonce publiquement qu'il vient de mettre la main sur un film montrant l'autopsie d'un extraterrestre. D'après la version de Santilli, c'est un ancien caméraman de l'US Air Force qui lui aurait cédé les bobines de film 16 mm. En 1947, le militaire aurait été mandaté pour filmer l'autopsie d'un extraterrestre retrouvé dans le désert de Roswell, au Nouveau-Mexique. Au lendemain de l'autopsie, le caméraman aurait développé la pellicule qui, pour des raisons obscures, n'a jamais été réclamée par les militaires. Alléchés par un sujet aussi spectaculaire, les télédiffuseurs du monde entier vont se ruer sur l'occasion. A priori, le film semble authentique. Même Éric Gosselin, un spécialiste québécois des effets spéciaux, s'y est laissé prendre. La première fois que j'ai vu moi-même l'autopsie de Ray Santilli, j'ai pensé pendant plusieurs jours que ça pouvait être vrai. Parce qu'il n'y a pas vraiment des indices qui sautent aux yeux sur le fait que c'est une fraude. J'ai pas vu de fil électrique dépasser du bras, puis j'ai pas vu de marque de moule ni rien. Toutefois, peu de temps après que le film eut été rendu public, plusieurs passionnés d'ufologie se sont mis à entretenir des doutes plus que sérieux sur l'authenticité du film. Les circonstances, par exemple, entourant la présentation publique des images ont soulevé des doutes bien légitimes. Timothy Good est l'un des ufologues les plus en vue en Grande-Bretagne. Il a publié plusieurs livres sur le sujet des ovnis, dont Above Top Secret, un incontournable. À propos du film de l'autopsie de l'extraterrestre, lequel a été présenté par Ray Santilli il y a quelques années, je suis convaincu qu'il s'agit d'un canular. Il est très curieux que je n'ai pas été invité à la première de la présentation du film. Et ce, même si, des mois avant l'événement, j'avais tenté de joindre Ray Santilli, lequel avait ignoré ma demande d'être présent à cette présentation. Je suis persuadé qu'il s'agit d'une brillante mise en scène réalisée par une poignée d'individus. Je suis convaincu que leur nom sera éventuellement connu. Pour l'instant, bien sûr, Santilli continue de prétendre qu'il s'agit d'un document authentique et qu'il détient encore d'autres images. Il prétend également avoir fourni des bouts de pellicule pour analyse, mais dans les faits, il n'a jamais fourni la moindre image du film. Au lendemain de la diffusion des premières images de l'autopsie en 1995, plusieurs ont prétendu que le film était truffé d'anachronismes. Le microphone suspendu au-dessus de la table d'autopsie, par exemple, de même que l'appareil téléphonique qui apparaît derrière les médecins, aurait été, d'après divers observateurs, d'un modèle postérieur à 1947, année où Santilli fait remonter la fameuse autopsie. Pourtant, lors d'une projection privée que j'ai personnellement organisée chez Bell Canada, les techniciens m'ont confirmé que le téléphone était un modèle 352, un modèle commercialisé dès 1941. Quant au microphone, une simple vérification auprès des techniciens de la compagnie Shure Brothers, dans l'Illinois, m'a permis d'apprendre que ce modèle était déjà en vente en 1942. Bref, il n'y a rien dans ce film qui permet d'affirmer que ces images n'ont pas été tournées en 1947. À défaut de pouvoir prouver la fraude en évoquant les anachronismes, les analystes émettront ensuite l'hypothèse que le film ait pu être le produit d'un savant trucage, argument qui se heurtait toutefois au coût prohibitif d'une telle production. Invité comme expert sur un plateau de télévision, le Québécois Éric Gosselin répondra concrètement à cette objection. Dans le courant de l'émission, on m'a lancé un défi
j'ai décidé de le relever. Donc, j'ai fabriqué un extraterrestre fermé que j'ai dû ouvrir et finalement autopsier, comme celle de Santilli, de la même façon. Éric Gosselin et son frère Carl se sont donc mis au travail et ont produit un film dont le but était de prouver qu'on pouvait, à coup modique, reproduire l'autopsie d'un extraterrestre de Ray Santilli. Quand ça a été à mon tour de le fabriquer, évidemment, j'avais pas 200 000, 300 000 à investir là-dedans. Puis en plus, à question de diffusion d'émissions, j'avais seulement 2 semaines aussi. Donc, la mienne m'a pris 2 semaines. Je te dirais pas 2 000 $ au total. S'il démontrait qu'il est possible de reproduire à peu de frais un film comparable à l'autopsie d'un extraterrestre, l'exercice des frères Gosselin ne prouvait pas pour autant que le film de Santilli était un faux. Il fallait donc chercher ailleurs les preuves de la mystification, si mystification il y avait. Santilli s'est toujours montré extrêmement discret sur l'identité de la personne qui lui avait procuré le film. Finalement, pressé de questions, le distributeur nommera un certain Jack Barnett, un caméraman qui, affirmera-t-il, avait également filmé les premiers essais de la bombe atomique au site de Trinity, au Nouveau-Mexique. Or, des recherches ont démontré que seuls 2 caméramans avaient été autorisés à filmer ces fameux essais. Or, aucun d'eux ne correspond à la description qu'en fait Ray Santilli. Le producteur britannique affirme aussi que son film a été analysé par la compagnie Kodak, laquelle lui aurait confirmé qu'il datait effectivement de 1947. C'est ici que le bât blesse. J'ai retrouvé chez Kodak, en Angleterre, le responsable de cette prétendue analyse, un certain Peter Milson. Dans un document écrit sans équivoque, Milson m'explique n'avoir jamais analysé le film de Santilli. En revanche, il reconnaît avoir étudié, pour le compte du producteur britannique, une amorce de film, ce petit morceau de pellicule vierge utilisé pour la mise en place du film sur son support métallique. En tenant compte d'un codage précis apparaissant sur cette amorce, il est possible, écrit Milson, que celle-ci ait été tirée d'un film de 1947. Mais attention, l'amorce étant vierge d'image, rien ne prouve que celle-ci provenait du film de l'autopsie. Santilli, qui commercialise des vieux films américains, a très bien pu prendre cette amorce sur n'importe quelle production datant de 1947 et sans aucun rapport avec le film de l'autopsie. De fait, personne n'a jamais vu la pellicule elle-même. Santilli s'est toujours contenté de montrer une version sur support magnétique, prétextant que les originaux étaient en sécurité dans un coffre. À défaut d'exhiber les films originaux, Ray Santilli a toutefois accepté de montrer les boîtiers métalliques contenant ces bobines de film. Or, sur l'un d'eux, on y voit une étiquette pour le moins litigieuse. Outre quelques éléments anodins, l'étiquette porte un tampon officiel du département américain de la Défense. Ici, le problème est double. Primo, si le film n'a jamais été entre les mains des militaires, comment expliquer la présence de ce tampon? Secondo, vérification faite auprès des Archives nationales à Washington, D.C., il appert que ce tampon n'a été officialisé par décret présidentiel qu'en octobre 1947, c'est-à-dire au moins 4 mois après le film de l'autopsie. Voilà donc cet anachronisme tant recherché. John Spencer s'intéresse aux ovnis depuis longtemps. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont une encyclopédie. Il a aussi dirigé pendant de longues années les destinées de la British UFO Research Association, ou BUFORA, la plus importante association ufologique de Grande-Bretagne. Je dois dire qu'il y a maintenant beaucoup d'indices qui suggèrent qu'il s'agit d'une fraude. C'est du moins mon opinion. La façon dont il a été rendu public, la façon dont le film a été tourné d'une manière très théâtrale. Quand nous le comparons avec d'autres autopsies réalisées à la même époque, on constate que ce n'est pas de cette façon que c'était fait. Il y a bien des choses qui clochent avec ce film. La question primordiale maintenant est de savoir si c'est Ray Santilli qui a falsifié le film ou s'il a été lui aussi la victime d'un canular. Dès le départ, un policier aurait conseillé de trouver à qui le crime paie. Or, jusqu'à maintenant, on estime à 7 millions de dollars américains les bénéfices empochés par Raymond Santilli sur le film de l'autopsie. On prête souvent au coloré P.T. Barnum la célèbre citation « Un ego naît à chaque minute ». S'il vivait à notre époque, le forain aurait sûrement été amusé de voir que l'une de ces chimères a été associée à une main d'extraterrestre, que des réseaux de télévision ont payé des dizaines de milliers de dollars pour présenter l'autopsie d'un mannequin de latex, et que, en catimini, des scientifiques épluchent des pseudo-lettres extraterrestres dans l'espoir d'y trouver quelques inspirations révolutionnaires. Si P.T. Barnum vivait à notre époque, nul doute qu'il se serait recyclé
dans l'ufologie.